Bienvenue sur mes lectures, bonjour à tous. Donc aujourd'hui je voulais vous parler du livre de Claire Colomby, 5 siècles de falsification historique. Alors c'est parti. Jacob Burckhardt, un protestant bâlois qui fit ses études en la ville de Neuchâtel, marqua en 1860 l'histoire de l'art avec son incontournable La civilisation en Italie au temps de la Renaissance. Une œuvre majeure qui s'articule autour d'un thème central, du XIVe au XVIe siècle. L'Italie vit émerger l'individu moderne, l'individualisme, la vraie science, la vraie philosophie et l'état moderne. L'homme aurait dès lors cessé d'imaginer la réalité. Il se serait enfin mis à la percevoir telle qu'elle était. Le voile qui entourait les esprits était un tissu de foi et de préjugés, d'ignorance et d'illusion. C'est l'Italie qui, la première, déchire ce voile et donne le signal de l'étude objective de l'État et toutes les choses de ce monde. Cette métaphore est très forte, car ce voile est une référence explicite au voile du temple de Jérusalem, celui qui, selon les évangiles, se déchira à la mort de Jésus-Christ de Nazareth, annonçant l'avènement du christianisme, rien de moins. On se souvient ici du dictionnaire cité plus haut, qui donnait deux définitions du mot Renaissance, l'une religieuse, liée à Jésus-Christ, et l'autre profane. L'œuvre de Burckhardt fut si importante qu'elle fit écrire à l'historien allemand Karl Brandy, notre conception de la Renaissance et la création de Jacob Burckhardt. Et l'historien américain Wallace K. Ferguson l'a défini ainsi. Toute la pensée de Burckhardt reposait sur ce point tacitement admis. Il y eut une mentalité particulière, un caractère et esprit commun à toute une nation en un temps donné. Ce postulat d'un changement profond de mentalité est également repris une vingtaine d'années plus tard par le très prolifique John Addington Symonds. Donc voilà, c'est de ce personnage que je vous parlerai après. Dans son introduction de Renaissance en Italie, il donne sa définition. C'est la naissance nouvelle à la liberté, l'esprit de l'humanité, recouvrant confiance et pouvoir de décision par soi-même, reconnaissant la beauté du monde extérieur et son corps par les arts, libérant la raison dans la science en posant le principe de liberté politique. Ce poète et critique anglais, homosexuel revendiqué et militant, s'était fait connaître par un livre intitulé A Problem in Greek Ethic, un problème d'éthique grecque. Celui-ci avait pour sujet les questions relatives à la perversion dans les sociétés de la Grèce antique, notamment la pédérastie. Il s'interrogeait sur les qualifications pénales et la justification philosophique de ces pratiques contre nature. Ensuite, notre auteur commit un second livre, A Problem in Modern Ethics, un problème d'éthique moderne, dans lequel il étudiait les bases juridiques, médicales et anthropologiques de la vision négative de l'inversion sexuelle dans les sociétés modernes. Son émoi pour les corps masculins dénudés du XVIe siècle italien semble être la base de son intérêt pour la chose. Il présente la peinture de Michel-Ange comme le summum d'une beauté inégalée et indépassable. Ce sont donc les fantasmes d'un homosexuel militant qui servirent de référence esthétique à toute une génération, puisque c'est lui qui signa en 1911 l'article Renaissance dans l'Encyclopédia Britannica. Donc, plusieurs choses. Ce personnage, John Addington Symonds, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il a une aversion pour la Grèce antique. Hop, dans l'Encyclopédia Britannica, donc c'est dans sa réédition de 1911, tome 23, vous pouvez trouver ça sur internet, mais je vous mettrai le lien. À la partie précurseur de la Renaissance, il écrit « Il ne faut pas imaginer qu'un changement aussi important que celui qu'implique la Renaissance ait pu s'accomplir sans symptômes prémonitoires et sans effort préalable. Nous entendons essentiellement par là le rétablissement de la liberté de l'esprit humain, après une longue période d'esclavage par une orthodoxie ecclésiastique et politique oppressive. Un retour à la conception libérale et pratique du monde dont avaient joui les nations de l'Antiquité, mais sur une plateforme nouvelle et élargie. » Donc, c'est quand même assez intéressant de voir. Pour moi, c'est comme ça que je l'ai compris en tout cas, c'est un peu comme une forme de désir profond de retourner aux jouissances de la Grèce antique. Alors, je dis la Grèce antique parce que il a justement parlé de ça, mais en tout cas, c'était à cette époque où beaucoup plus de choses étaient permises qu'à l'époque de ce qu'il pourrait appeler le Moyen-Âge. Et ensuite, une autre chose intéressante sur ce personnage, c'est que donc il nous parle dans le livre de Claire Colomby, elle nous parle donc du coup de son homosexualité.
Et effectivement, si vous allez sur la page Wikipédia, vous remarquez une chose. Simons a déménagé à Clifton Hill House à l'âge de 10 ans, un événement qui selon lui a eu un impact important et bénéfique sur sa santé et son développement spirituel. L'état délicat de Simons persistait, et enfant, il souffrait de cauchemars dans lesquels des cadavres dans et sous son lit provoquaient le somnambulisme. Alors, je fais juste une pause là-dessus parce que j'aurai plus tard juste une ellipse à faire sur un bouquin que je vous lirai un peu plus tard. Alors quand je dis je vous lirai, c'est des extraits évidemment, mais qui reprend un petit peu ce passage parce que si vous voulez, l'époque de John Addington Simons, c'est à peu près la même époque que les Sœurs Fox en Amérique. Voilà. Et c'est à peu près là où le spiritualisme américain qui s'est après déversé en Europe a commencé à voir le jour. Et c'est intéressant parce que c'est à peu près les mêmes époques. À une de ces occasions, il faillit se noyer lorsque, somnambule dans le grenier de Clifton Hill House, il atteignit une citerne d'eau de pluie. Selon Simons, un ange aux yeux bleus et aux cheveux blonds ondulés l'a réveillé et l'a mis en sécurité. Intéressant quand même de se dire qu'une personne qui est référencée dans l'Encyclopédia Britannica, quelque chose qui existe depuis 250 ans, depuis 1768, et qui est dans énormément d'écoles dans le monde, partage, si vous voulez, la vision de la Renaissance par une personne qui est devenue homosexuelle parce que alors je pense que c'est ses songes, un ange aux yeux bleus et aux cheveux blonds ondulés l'a réveillé et l'a mis en sécurité. Hein, c'est ce qui est dit sur la page Wikipédia. Ce personnage fréquentait les rêves de Simons et était potentiellement son premier éveil homosexuel. Donc, pour l'Encyclopédia Britannica, donc comme je vous le disais, ça existe depuis 1768, et l'Encyclopédia Britannica fait quand même figure de référence. C'est ce qui est marqué sur sa page Wikipédia. Hein. Son statut grandissant l'aide à recruter d'éminents contributeurs. La 11e et la 9e édition, dont la 11e de 1911 est celle de John Addington Simons, hein, c'est quand même pas rien, hein, sont considérées comme des encyclopédies de référence pour leur érudition et la qualité de leur rédaction. Bon, après, on va pas... personnellement, moi, j'ai pas lu toutes les éditions, hein, évidemment, parce que c'est un boulot énorme, et on trouve que ça sur archive.org. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé les versions sur archive.org, mais en tout cas, le fait de voir qu'une société comme celle-ci référence une personne qui a des visions et qui devient homosexuelle suite à ces visions, puisse partager sa vision des choses par rapport à la Renaissance, bon, moi, personnellement, je trouve ça quand même osé, quoi. Mais ça en dit aussi long sur l'état de ce genre de personnage. Là maintenant, petit tour d'horizon sur l'Encyclopédia Britannica. Là, je suis allé sur leur site internet dans la partie à propos. Si vous descendez, on peut voir que le reach, donc en fait la portée globale en fait de cet institut, parce qu'il faut savoir que c'est un institut privé à la base, je crois qu'elle est toujours d'ailleurs, c'est 7 milliards de pages vues annuellement, 150 pays qui utilisent Britannica, 150 millions d'étudiants qui utilisent Britannica et 20 langues. Et ça a été fait dans 20 langues. Après, ce qu'on peut voir sur le site un site français en fait qui le référence, qui s'appelle CIDOC, alors ça s'appelle Canopé CIDOC, solutiondoc.net. On peut voir dans la partie, parce qu'en fait dans la page il y a une partie centrale qui explique ce que c'est, et à droite en fait on peut voir que le niveau d'établissement c'est pour collège et lycéens. Voilà. Probablement qu'on va étudier ça dans des collèges et dans des lycées déjà anglophones. Et après, pour la partie française, vous avez une distribution faite en France par l'Encyclopédia Universalis France. Et donc là, effectivement, vous tombez sur un site en français qui partage des recherches apparemment d'érudition de ce site internet. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Et du coup, je vous dis à bientôt pour une nouvelle lecture, enfin un nouvel extrait sur mes lectures.